Merci Jean-Michel. Alors déjà merci de m'accueillir. C'est la première fois que je vais venir en tant que conférencière à l'Université populaire du Pays d'Aix. Donc merci de m'avoir permis de parler aujourd'hui avec vous. Et mon intervention aura trait donc, comme je l'ai écrit ici, à la vision de la société et du progrès, du lien entre société et progrès dans un courant littéraire italien. Et plus globalement, mon intention est qu'on réfléchisse ensemble au lien entre littérature et société. Est-ce que la littérature et l'art en général reflètent systématiquement la société, et est-ce que les artistes en sont conscients, et est-ce que la société peut être changée par l'art? Donc c'est une question énorme, bien sûr, mais ici je vais vous donner un aperçu d'un cas précis, sur le cas d'un courant littéraire italien. Donc, petite question, est-ce que vous voulez que je parle en français ou en italien? En français? Allez, je vais essayer, ça va être dur. Voilà, donc le courant dont je vous parle, c'est le vérisme. Donc ça se situe au 19e siècle. Donc je vais vous donner quelques petits points d'ancrage pour que vous compreniez un petit peu comment cette littérature a pu surgir. Donc le 19e siècle italien, c'est le siècle de changement pour la péninsule. Si vous voulez, c'est un tournant un petit peu comme la Révolution française pour la France, l'unification allemande 10 ans plus tard par rapport à l'unité italienne. Donc c'est un vrai siècle vraiment phare, et on peut le découper en deux grandes parties. Tout d'abord une première moitié où on a les luttes risorgimentali. Le risorgimento, ça veut dire la renaissance. Donc le mot était déjà pris, il rinascimento c'était déjà pris, donc on a le risorgimento, le fait de ressurgir. Donc on va avoir pendant une grosse moitié de siècle des émeutes, des insurrections, sous fond également de liens avec toute la politique européenne. La France, l'Autriche, l'Espagne sont également partie prenante dans cette course, dans ce progrès vers l'unité. Et l'Italie va passer d'expression géographique, comme un Autrichien l'avait appelé, à une vraie nation. Donc il va y avoir trois guerres d'indépendance pour arriver à l'année 1861 où l'Italie est enfin unifiée. Quand je dis unifiée, il manque quand même Rome et également la Vénétie. Donc je vais vite parce qu'apparemment vous connaissez, mais on pourra en reparler tout à l'heure. En tout cas, une fois que l'Italie est unifiée en 1861 et 1870 avec Rome capitale, on a effectivement un vrai progrès, une vraie amélioration. Le pays devient un et peut rentrer sur la scène européenne en tant que puissance, qui peut rivaliser avec la France, avec l'Angleterre. Mais la rivalité est quand même bien moindre, puisque l'Italie reste quand même un pays en retard économiquement et forcément politiquement. Donc on va avoir des changements essentiellement au nord, puisque ça va être l'Italie du Nord qui va s'industrialiser. Le reste de l'Italie, le sud surtout, la Sicile encore plus, va avoir un sacré retard, et ça on en parlera tout à l'heure. Donc on peut parler d'un progrès, d'une amélioration, mais pas pour tout le monde. Si vous voulez, les désavantages du progrès que l'on a en Europe, avec l'urbanisation, avec l'industrialisation, les conditions de travail ignobles, on les a en Italie, mais en Italie se rajoutent d'autres difficultés. Le fait que l'unification est brutale. Bien qu'elle ait été préparée pendant des siècles, elle est brutale en ce sens que la maison de Savoie, qui est la monarchie, qui devient la monarchie du pays dans son ensemble, impose son administration, sa bureaucratie à toutes les autres régions sans prendre en compte les spécificités. Donc c'est vraiment une vraie claque pour une grande partie des Italiens, et les Italiens ne se comprennent pas entre eux, même au niveau de la langue. Donc il y a un vrai choc, de vrais heurts, et notamment dans notre Sicile dont nous allons parler, ce heurt et cette notion de décadence, de déclin malgré le progrès va être amplifiée. Pourquoi? Parce que la Sicile faisait partie
était une monarchie, était un royaume. C'était le royaume des deux Siciles. Donc la Sicile et le sud du pays, avec Naples, passent de royaume à petite région d'un royaume national. Donc c'est un vrai choc, et on en reparlera éventuellement. L'autre point dont je veux parler avant de parler du vérisme en particulier. Donc vous voyez là l'Italie avant et après l'unité, et cette image donc des différentes régions que l'on peut voir. Ce changement politique, ce changement industriel, ce changement social va être également amplifié par un grand changement culturel. Alors là, l'Italie va prendre la suite de ce qui se passe ailleurs, en France, en Angleterre, avec le positivisme. Le positivisme, on va dire que c'est le fond culturel et philosophique de toute cette Europe de la deuxième moitié du XIXe siècle, et c'est la philosophie et l'idéologie de la nouvelle bourgeoisie, de la nouvelle société bourgeoise, et c'est un courant qui va se baser sur la notion de progrès et sur la notion de déterminisme. Donc c'est également un mouvement qui va prendre la science comme une forme de religion. Donc on a de grands bouleversements scientifiques également, découverte des rayons X. On a également la découverte de la bactériologie, des microbes. On a une série de bouleversements scientifiques qui vont changer la place de l'homme et la vision qu'a l'homme de lui-même. On a également le progrès de la psychiatrie, le progrès de la recherche sur l'esprit humain. Donc on a vraiment la science qui devient la nouvelle religion, et la science qui devient l'échantillon à travers lequel on va tout essayer d'expliquer. Et qui va être le père du positivisme? C'est ce Auguste Comte je pense que vous connaissez, le père du positivisme. Il n'invente pas le mot, le terme avait déjà été employé, mais en tout cas c'est lui qui va développer cette idée de science comme la méthode qui permet de comprendre la réalité. Et effectivement, Comte estime dans son cours de philosophie positiviste, que la méthode scientifique peut permettre de comprendre tous les éléments de la réalité. Il veut sortir d'une vision théologique, métaphysique de l'existence pour essayer de comprendre non pas pourquoi les choses se passent, mais comment les choses se passent. Donc il veut appliquer une méthode rigoureuse, scientifique, à tous les domaines de l'expérience humaine. Et c'est lui qui va inventer la sociologie, c'est lui qui va développer la psychologie, il va y avoir le développement de l'anthropologie grâce à cette méthode positiviste. Donc on voit une société qui change complètement, et le but d'Auguste Comte, c'est que toute connaissance soit utile, soit productive. Ce n'est pas la science pour la science, c'est la volonté que la science au sens très large, les sciences sociales aussi, bien sûr, que la science serve la société. Donc il y a une volonté d'un progrès social pour que les individus, la situation de chaque individu s'améliore. Et donc on peut voir que Comte, d'une certaine façon, est progressiste dans le sens politique du terme. Il va vouloir que les individus soient à égalité. Il ne veut pas que les puissants puissent dominer les plus faibles. Si ce n'est que, comme il le dit, l'ordre doit régner. Alors, pas l'ordre dont on parlera malheureusement plus tard, mais l'ordre doit régner, et la connaissance doit permettre d'endiguer les comportements humains. S'il est intéressant de faire de la sociologie, s'il est intéressant de comprendre les mécanismes également psychologiques des individus, c'est pour les maîtriser. C'est pour empêcher l'anarchie. Donc, malgré l'altruisme, c'est un mot qui est cher à Comte, malgré son altruisme, il y a également une visée politique pour calmer les foules. D'ailleurs, Comte était un déçu de la Révolution française. Il estimait que la Révolution française n'avait pas porté à son terme l'amélioration de la société. Donc on a Auguste Comte, on a également son voisin,
Herbert Spencer, qui va dans la même lignée. L'individu seul n'existe pas, l'individu doit être pris dans la société, les sociétés ne se créent pas, les sociétés évoluent, et il y a une forme de déterminisme auquel il faut se résigner. Donc on a ces deux scientifiques, ces deux philosophes aussi, parce que Auguste Comte est également philosophe, qui prônent cette méthode pour améliorer la société. Donc la notion de progrès chez eux est liée à la notion de société. La société doit progresser de quoi qu'il arrive. Arrive un autre larron, que vous reconnaissez sûrement, Darwin, qui bien évidemment qui arrive un petit peu plus tard, hein, dans 20 ans plus tard après Auguste Comte, qui va, avec ces deux ouvrages principaux, qui va développer l'idée de l'adaptation, de la lutte pour la vie. Alors ce darwinisme a été forcé, il a été forcé. Darwin ne parle pas du fait que ce sont les plus forts qui gagnent, mais les plus adaptés à un système. Et quelques temps plus tard, et là je vous invite vraiment à le lire parce que c'est très très intéressant, il y a un écrivain russe, Kropotkin, qui essaiera de réhabiliter ce que Darwin a réellement écrit, parce que Kropotkin nous explique en réalité que les dires de Darwin ont été complètement modifiés par la classe dirigeante. On a parlé de cette lutte pour la vie, de la loi du plus fort, uniquement pour justifier les différences de classe, uniquement pour justifier la domination des puissants. Et donc Kropotkin lui écrira un ouvrage qui s'appelle L'entraide, l'autre loi, l'autre loi de l'évolution. Voilà, l'entraide, mais c'est plus tardif. Voilà. Donc on a ces penseurs, ces anthropologues qui nous montrent cette idée de progrès qui cavale, qui ne peut pas s'arrêter, mais on a des détracteurs. Vous aurez peut-être connu, c'est écrit en dessous, Louis-Auguste Blanqui, ni Dieu ni maître, qui était un homme politique français, qui aura une toute autre vision du progrès, dont je parlerai peut-être tout à l'heure, mais en tout cas pour lui, le progrès, il le dit clairement dans un ouvrage qui s'intitule Fatalisme, fatalité, que le progrès est un fléau, est un opium, il emploie ces termes, et l'arme encore une fois des puissants. Mais on en reparlera pour nos auteurs. À côté de ces anthropologues, de ces penseurs, on a également un Italien, Cesare Lombroso, qui est le père de l'anthropologie criminelle. C'est lui qui parle d'eugénisme, qui parle du fait que il y a des différences d'évolution dans les races humaines. Bien évidemment, l'Afrique est à la traîne, mais également certaines vallées d'Italie. Donc il y a un racisme global. C'est pas uniquement un racisme d'Européens à l'égard de l'Afrique. Donc Cesare Lombroso, va expliquer que toutes les déviances, vous voyez, l'uomo delinquente, ça veut dire l'homme criminel, toutes les déviances sont dues à une dégénérescence dont on hérite. Donc là, je passe, on pourra dans les questions éventuellement y revenir, mais il explique tout comportement humain par la génétique, par l'hérédité. Et il explique également le génie qu'il compare à une forme de folie de dégénérescence. Voilà. Donc voici quelques exemples pour vous montrer qu'on est dans un siècle où le progrès apparaît comme inéluctable et positif. C'est vraiment quelque chose de positif. On le voit. L'industrie apparaît, la richesse apparaît, le progrès nous permet d'avoir des produits qui nous facilitent la vie. Et vous avez ici une allégorie, une sculpture qui se trouve à Madrid, qui représente le progrès. Donc derrière, on a Pégase, qui représente la vitesse, et les trois femmes qui semblent en admiration devant le progrès représentent la littérature, les arts, l'industrie et le commerce. Voilà, donc on a vraiment l'homme européen qui se voit comme maître du monde, maître de la nature, et avec cette volonté d'aller vers le mieux, aller vers le mieux. Et ce sont les lendemains
qui chante, mais à l'inverse. Voilà. Donc on est en plein optimisme. C'est presque une évidence que ce siècle va déboucher sur un progrès généralisé. Or on sait ce que certaines choses ont pu provoquer, et Bergson en parlera en disant que cette frénésie de la science, cette frénésie du progrès a pris le relais de la frénésie religieuse et a entraîné la guerre. Voici donc pour ce cadre rapide, politique et culturel, dans lequel le vérisme va apparaître. Donc les écrivains italiens, ah oui, petite blague pour vous montrer que le progrès vous pouvez avoir d'autres définitions. Voilà. Donc le progrès selon Monsanto, le progrès c'est un gâteau russe, et vous avez aussi nature et progrès. Et voilà, le progrès peut également tuer. Voilà. Donc ça, c'était une petite parenthèse comique avant d'arriver à nos écrivains italiens. Donc les écrivains italiens de cette deuxième partie du 19e siècle sont des jeunes gens, et pratiquement exclusivement des hommes, qui ont vécu toute l'épopée qui a apporté à l'unité. Ce sont donc des jeunes gens qui ont été nourris à l'idéal, qui ont un idéal et qui voient dans l'unité l'aboutissement de sacrifice, l'aboutissement de recherche, et il y a une attente énorme. Or, la société qui naît au lendemain de l'unité et pendant les 20 premières années de l'unité est une société qui les déçoit. C'est une société qui les déçoit car les promesses faites ne sont pas tenues. Donc il y a une vraie déception, et quel est le nœud de cette déception? C'est que la société qui naît de cette unité n'est pas une société de liberté, n'est pas une société d'égalité, est une société bourgeoise et capitaliste. L'ancien régime, avec des majuscules, a laissé place à un nouveau régime capitaliste et bourgeois qui ne permet pas la liberté des individus. Donc les écrivains sont d'autant plus déçus que cette société ne leur laisse pas de place. Pendant toute la période du Risorgimento, la littérature, essentiellement le théâtre et la poésie, mais aussi le roman, ont été des vecteurs pour faire passer les idéaux révolutionnaires. Les écrivains, les artistes en général, avaient donc une vraie fonction. Ils avaient un horizon, ils se sentaient utiles. Ils ne faisaient pas de l'art pour l'art, mais leur engagement littéraire était un engagement politique et social. Et une bonne partie d'entre eux avaient également des charges administratives ou étaient dans l'armée. Donc il y avait vraiment un lien entre leur art et leur insertion dans la société. Or, avec cette unité, l'idéal étant atteint, ils n'ont plus d'horizon, ils n'ont plus de but à atteindre. Donc, ils pourraient être satisfaits du travail accompli, mais, comme je l'ai dit, le travail ne correspond pas à leur attente. Donc, première déception. Deuxième déception, c'est que désormais, ils ne sont plus les héros, si je puis dire. Ils ne sont plus les hommes qui comptent. Ils ont été remplacés par les scientifiques, par les techniciens. Donc il y a un vrai déclassement social. Le progrès politique a entraîné une régression chez eux dans leur fonction. Donc ils n'ont plus de fonction, et bizarrement, parallèlement à cette décadence, à ce déclin des écrivains, on a un marché de la culture qui va exploser. On va rentrer dans une littérature de masse, on est dans les prémices d'une littérature de masse. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des grandes maisons d'édition comme Treves, Sonzogno, qui vont non seulement publier, vous voyez, des chefs-d'œuvre étrangers, comme le Ivanhoe de Walter Scott, qui vont publier des études de sociologie, mais ce sont des éditeurs qui vont également vouloir transformer la littérature en marchandise. Donc il va y avoir une volonté de produire une littérature simple, facile, exotique.
exotique, une volonté donc de ne plus faire de la littérature un canal d'idées politiques. Donc on va avoir cette explosion du marché de l'édition, mais on va également avoir une flambée des revues. Les revues en Italie ont toujours été importantes. Pendant le Risorgimento, c'était vraiment là aussi la possibilité pour tous les intellectuels italiens de diffuser leurs idées. Mais avec cette deuxième partie du 19e siècle, on a des revues qui deviennent des revues pluralistes, des revues qui vont traiter différents objets. Notamment celle qui est centrale, la Rassegna Settimanale. C'est une revue. Je m'arrête un petit peu sur elle parce que c'est une revue qui est pluridisciplinaire. Le titre, comme vous le voyez, ça veut dire la Rassegna Settimanale de politique, de sciences, de littérature et d'art. Autrement dit, il y a cette volonté de faire communiquer entre elles toutes les disciplines. Pourquoi ? Pour que il y ait un dialogue entre les disciplines, qu'il n'y ait pas de cloisonnement, et pour montrer que tout est politique, que tout a une incidence sur la vie de l'Italie. Et cette Rassegna Settimanale est l'œuvre de deux anthropologues, de deux sociologues, Sonnino et Franchetti, qui avaient été chargés de faire une enquête en Sicile, qui avaient été chargés d'aller voir les véritables conditions de vie des Siciliens. Donc leur travail est un travail de terrain. Et il y a la volonté de montrer à l'État ses contradictions, au jeune État italien, parce que c'est une revue qui apparaît à peu près en 1878. Donc on est le gouvernement est un gouvernement de gauche. Et il y a la volonté de montrer donc à l'État ses contradictions et la volonté d'obliger l'État à prendre position sur des problèmes concrets. Il montre concrètement la vie des paysans siciliens. Il montre concrètement la vie des Carusi. Les Carusi, ce sont ces ouvriers de la mine de soufre. La Sicile, la seule richesse de la Sicile, à part son agriculture, c'est le soufre. C'est la Sicile qui a les plus grandes mines de soufre et qui sont malheureusement détenues par des Anglais et ou des Français. Il n'y a pas de transformation du soufre sur le sol sicilien. Tout part à Manchester, à Londres, dans la perfide Albion. Donc, les Sonnino et Franchetti montrent ces réalités-là et disent à l'État, agissez. Regardez les réalités. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Que fait-on ? Donc, il y a une volonté de prendre le contre-pied de la bienséance, de la bien-pensance, et la volonté également de donner la parole à des écrivains qui ne sont pas bien vus par l'État. Donc, à côté de l'aspect politique, il y a également la volonté de ne pas suivre la littérature officielle. Car quelle était la littérature officielle ? C'était une littérature qui devait montrer que tous les Italiens étaient frères, i fratelli d'Italia, que tout le monde était frère, que tout allait bien dans le meilleur des mondes. Or là, cette revue va donner la parole à des écrivains qui vont parler de la réalité de Naples, avec une femme pour une fois, Matilde Serrao, qui vont montrer la réalité de la Sicile, la réalité de Florence, etc. Donc, il y a vraiment un véritable engagement. Or, les véristes dont nous allons parler tout à l'heure ont écrit pour cette revue. Voilà. Donc voilà ce cadre, ce nouveau marché de la culture, cette nouvelle édition, le fait que les journalistes également deviennent les rivaux des écrivains. Donc face à cette réalité, quelle va être la réaction concrète des écrivains ? Comment les écrivains vont d'une part essayer de retrouver une place et comment vont-ils essayer de l'autre, et en même temps, de montrer la réalité de l'Italie unie. Comment vont-ils témoigner de ce progrès ? Vont-ils vouloir témoigner de ce progrès ? Vont-ils vouloir traduire en littérature la nouvelle Italie ? Alors on va avoir deux réactions, deux mouvements, même si ce ne sont pas vraiment des mouvements, ce sont plutôt des individus, des individualités qui se sont retrouvés sur certains points communs.
Ah oui, ça c'était une autre revue qui était beaucoup plus exotique, qui voulait montrer l'aspect exotique. C'est un petit peu le contre-exemple de la Rassegna Settimanale. Voyez, on vous montre les costumes siciliens, on veut faire sensation, c'est un peu le voici gala de l'époque, un pont qui s'écroule, voilà. Donc on a vraiment des revues différentes. Donc deux types de réactions, la scapigliatura et le verismo. Je vous les ai laissés en italien, pour faire un petit peu pittoresque, mais aussi folklorique, mais surtout parce que la scapigliatura, il n'y a pas eu de traduction de ce mouvement. Ça veut dire, voilà, exactement, les décoiffés, les échevelés. Ça correspond un petit peu à la bohème, si on veut faire des comparaisons. Parce que de fait, il s'agissait de jeunes gens, de jeunes urbains, de jeunes Milanais qui avaient des cheveux, c'est la mode, les cheveux en bataille, et donc voilà, c'était des scapigliati. Alors que le vérisme, on peut comprendre, en tant que français, on peut comprendre la racine, ça part du vrai, donc dire le vrai, dire la vérité. Donc le vérisme, ça a été traduit en français. Donc on a certains représentants. Ici, Tarchetti, qui est le chef de file de la scapigliatura. Et la scapigliatura, comme je l'ai dit, ce sont des jeunes gens bourgeois, de la noblesse, et qui, de la bourgeoisie, excusez-moi, qui sont des provocateurs, qui voient la réalité urbaine, qui voient les défauts de l'État, mais qui sont des rebelles sans projet, qui sont des rebelles qui ne sont pas des vrais révolutionnaires. Ils ont l'attitude, sans tomber dans les clichés, mais une attitude quelque peu adolescente. Ils sont rebelles pour provoquer, pour choquer le bourgeois. Et de fait, dans leur texte, il va y avoir une étude des bas-fonds de Milan surtout, mais aussi de Florence. Il va y avoir la volonté de montrer toute la bassesse des mœurs humaines. On va parler de drogue, de prostitution. Et donc il va y avoir vraiment une complaisance par moment dans l'aspect cru, l'aspect sale de la réalité. Et parallèlement, ces scapigliati vont développer la littérature fantastique. Donc dans un cas comme dans l'autre, on voit qu'il y a une certaine fuite de la réalité. On ne traduit pas réellement ce qui se passe. On l'amplifie pour se complaire d'une certaine façon dans la noirceur. Mais il n'y a pas de projet social derrière. C'est un anticapitalisme basique, si je puis dire. Donc on n'a pas de réel projet derrière, mais toutefois, c'est une littérature qui, à mes yeux, reproduit la société, traduit à sa façon la société italienne telle qu'elle était. L'autre versant, c'est donc le vérisme avec plusieurs représentants. Alors, on en a ici 3. Le couple que vous voyez ici, ce sont les pères fondateurs du vérismo. Le moustachu assis, il s'agit de Giovanni Verga, qui est celui dont je vais vous parler. Giovanni Verga, qui naît en 1840. Son aîné s'appelle Luigi Capuana. C'est le théoricien. C'est le théoricien du vérisme, très très éclectique. Alors que Verga a vraiment il trace son sillon. On va voir comment. Et le dessin, c'est Verga jeune. Et le dernier, c'est le petit jeune de la troupe, c'est Federico De Roberto. Alors, ils sont intéressants. Tous les trois, sont siciliens. Tous les trois sont siciliens, mais siciliens de naissance, siciliens profondément, mais des Siciliens qui sont partis sur le continent, qui ont vécu à Florence et à Milan et qui se sont donc formés non pas en Sicile, mais dans la capitale de Florence, parce que Florence a été capitale d'Italie, et surtout dans la capitale culturelle Milan, donc qui ont pu aussi fréquenter les scapigliati. Pourquoi sont-ils intéressants? Parce que ils vont proposer chacun trois analyses du progrès. De Roberto, le dernier, le plus jeune, va s'intéresser avant tout à la vie politique, à la vie parlementaire, puisque l'Italie est devenue une monarchie parlementaire, et il va écrire un roman qui a une suite,
qui s'appelle i vicere, les vice-rois, puisque l'Italie, le royaume des Siciles avait des vice-rois, des vice-rois espagnols, et il va montrer le changement, le transformisme, le changement de la noblesse sicilienne qui s'adapte à la nouvelle Italie. Et ces vicere, pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu le modèle du guépard de Lampedusa que Visconti a mis en scène. C'est montrer que pour que rien ne change, pour que tout change, pour que rien ne change, il faut que tout change. Voilà. C'est-à-dire qu'on passe, voilà, pour que tout reste comme avant. C'est-à-dire que on passe d'une noblesse terrienne à la bourgeoisie capitaliste, mais on s'adapte, et là, c'est une autre forme de lutte pour la vie. Et De Roberto parle également de la dégénérescence que l'on hérite, dont on hérite, pardon. Et ça, on pourra éventuellement en parler, mais pour moi, c'est pas le plus important aujourd'hui. Capuane, pourquoi est-ce qu'il est intéressant également? Parce que bien qu'il soit d'un éclectisme fou, il part dans tous les sens, il fait des textes pour les enfants, du théâtre, des nouvelles psychologiques. Lui, il se distingue par sa critique de la science. C'est un écrivain qui a fait de la proto-science-fiction. Il a inventé, il fait partie des précurseurs de la science-fiction en Italie, et il a un regard tout à fait critique face au progrès de la science. Il montre des savants fous dans ses nouvelles, il montre tous les dangers de la science, de l'eugénisme. Mais moi, celui qui m'intéresse par rapport à ce dont je voudrais qu'on discute éventuellement après ensemble, c'est Giovanni Verga. Donc Giovanni Verga, c'est un écrivain qui à la base vient d'une famille de grands propriétaires, donc absolument pas un membre de la petite bourgeoisie ou du peuple, encore moins du peuple. Et c'est un jeune homme qui a été toutefois élevé avec l'idéal de l'unité et avec des idées progressistes. Si ce n'est qu'on verra que sa vision du progrès est bien particulière. Elle est bien particulière. Alors pourquoi disais-je qu'il trace un sillon? C'est que Verga va toujours vouloir montrer les conséquences du progrès, quel qu'il soit. Les conséquences de l'histoire avec un grand H. Et il va vouloir démasquer les effets de ce progrès dans toutes les classes sociales. Il va avoir vraiment un programme de partir des personnes des classes les plus basses jusqu'à la bourgeoisie, jusqu'à la noblesse. Et ça, on va le voir. Verga et le vérisme dans son ensemble s'inspirent là encore des Français. Si la Scapigliatura, on peut la comparer à la bohème, on peut comparer le vérisme au naturalisme. Nos écrivains siciliens ont été biberonnés à Zola, aux frères Goncourt, et avant eux, à Balzac, à Flaubert. Donc, ils ont cette culture, et là, on peut voir le fait que c'est très 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 proche, puisque Zola écrit Thérèse Raquin à la fin des années 60, les frères Goncourt également à la fin des années 60, et Verga se met à écrire dans les années 70. Donc on voit qu'il y a vraiment là un progrès pour ce qui est de la diffusion de la culture au sein de l'Europe. On pense également au fait que le vérisme va aller petit à petit parallèlement au naturalisme, parce que par exemple le roman expérimental de Zola, c'est 1880. Donc ils sont vraiment en même temps. Il y a un vrai dialogue. Donc quels sont leurs points communs? Que prend Verga du naturalisme? Il va prendre l'idée que la littérature doit témoigner de la réalité. La littérature est un document humain. Et il va vouloir montrer que la réalité telle qu'elle est, sans fioriture, sans l'intervention de la subjectivité, du jugement de l'auteur. Il y a donc cette volonté de coller au plus près, de donner le fait brut, et de montrer également que l'œuvre est un organisme qui se crée tout seul. Donc là, vous voyez même l'incidence de la science, de la méthode scientifique dans l'écriture. Donc ça, c'est vraiment un point commun fondamental.
La grande différence, quelle va-t-elle être? Elle est essentielle pour nous. La première différence, c'est que, contrairement à Zola, Verga n'estime pas que la littérature ait un but scientifique. Il n'estime pas que la littérature ait comme but de transformer la société. Donc j'ai déjà donné ma réponse à ma question initiale. Le vérisme ne veut pas changer la société. Il est là pour témoigner, pour dire la vérité, pour dire le vrai, pour tordre le cou à certains mythes, on verra lesquels, mais il est en tout cas pas là pour faire progresser la société. Donc là, c'est vraiment un écart entre le naturalisme et le vérisme. C'est vraiment ce qui différencie les deux courants. Et c'est ce qui a fait que les Verga et Zola aient pu avoir des mots, des mots qui n'étaient pas toujours dus. Alors, Verga, dans un premier temps, va parler de la bourgeoisie, parce qu'il va être dans un jeune écrivain, il va prendre modèle sur ses aînés, et il va parler de ce qu'il connaît le mieux, son milieu artistique et son milieu social. Mais très vite, il abandonne et il va écrire un premier texte, une première nouvelle qui s'intitule Nedda, en 1874. Mais cette nouvelle Nedda, dont je vais brièvement vous raconter l'histoire, est une forme de commande. Ce n'est pas lui qui décide réellement de l'écrire. Il n'y a pas un changement, un beau matin, il se réveille en disant « ça y est, stop, je arrête de parler de la bourgeoisie, des artistes qui tournent en rond, qui se regardent le nombril, je vais m'intéresser à la réalité sociale ». Non, c'est une commande d'une revue. Donc là aussi, vous voyez que l'écrivain, cette volonté de témoigner, elle est couplée à la volonté, enfin à la nécessité, plutôt à la nécessité de gagner de l'argent. Donc il écrit cette nouvelle intitulée Nedda. Nedda, pourquoi vous ai-je mis des jeunes femmes qui ramassent des olives? Parce que c'est l'histoire d'une jeune cueilleuse d'olives. Cette nouvelle est un chant de la misère. C'est un cri de la misère et c'est une nouvelle qui montre tout le déclin d'une femme prise dans la lutte pour la survie, même pas la vie. Cette jeune femme a une mère qui, faute de médicaments, meurt. Cette jeune femme son futur mari meurt du paludisme. Elle tombe enceinte malheureusement puisqu'elle pêche. Avant de se marier, elle aime son jeune amant. Elle tombe enceinte, elle est donc mise sur le bas-côté et elle perd son enfant. Donc tout y est. Tout y est. Les violons sont sortis. On a vraiment la larme à l'œil. Et là, on peut vraiment dire que Verga écrit pour les bourgeoises. Il écrit pour que ces grandes bourgeoises ou moyennes bourgeoises aient un petit peu de mouvement dans leur vie, voient comment ces pauvres femmes vivent alors qu'elles sont dans leur coton avec leur petit four. Donc on a vraiment ici pas du tout la volonté de faire un document. Il le dira Verga lui-même. Il dira que c'est una cosettina da nulla, c'est une petite chose inutile. On peut même pas dire qu'il se fasse la main. Il y a vraiment il répond à une commande. Toutefois, qu'est-ce qui est intéressant malgré l'absence de volonté de donner un message de Verga? On voit que à travers la vie de cette jeune femme, qui finit par dire qu'il valait mieux que sa fille meure tout bébé pour ne pas connaître l'horreur de la vie, on voit qu'il n'y a aucune conscience chez cette jeune femme de sa situation. C'est-à-dire qu'elle est prise dans le darwinisme le plus caricatural, elle est là pour survivre, elle ne remet jamais en cause le système dans lequel elle est prise, et elle n'a pas conscience des injustices. Elle en va même jusqu'à dire, en même temps que d'autres de ses compagnes, qu'il est normal que le patron ne paie pas les ouvrières quand il a plu. Parce que le patron n'a pas pu gagner de l'argent. Donc c'est normal qu'il ne le paie pas. Donc on voit que la notion de justice est déterminée. C'est une justice qui est faite pour le patron. Donc il n'y a vraiment
aucune conscience. Et là, on peut dire qu'on est dans un verga qui est encore un petit peu romantique, hein, la vision idyllique du bon paysan, hein, dont la valeur, dont la résignation est une valeur en elle-même. Mais pour moi, c'est un texte qui est intéressant parce que on voit que ça traduit la réalité non seulement de ces femmes, mais la mentalité dominante, c'est-à-dire contente-toi de ton sort. C'est comme ça, on ne peut rien faire. Il ne faut pas relever la tête. Donc on a ce verga qui peint une vie tragique, qui dépeint une vie tragique, qui dépeint l'indigence dans laquelle vivent ces ouvrières, des ouvrières qui n'ont aucune empathie, excusez-moi, c'est un terme que je n'aime pas, mais aucune sympathie les unes pour les autres. Il n'y a aucune aide. Hein, et donc c'est vraiment le cliché sur la lutte entre individus, hein, ou l'image que il faut pour survivre, il ne faut pas prendre en considération l'autre. Donc Nedda, on peut dire que c'est une forme d'intermède entre la grande littérature bourgeoise de Verga et son écriture purement vériste. Justement, comment Verga va-t-il évoluer? Il va changer parce qu'il se rend compte que son texte a eu un écho. Non seulement il a eu un écho auprès du lectorat féminin, parce qu'il faut pas se leurrer, hein, en Italie le taux l'analphabétisme a certes reculé, mais pas dans des proportions monstrueuses. La moyenne, hein, c'est qu'il y a encore sur l'Italie en entier, il y a encore à peu près 70% d'analphabètes. 50% uniquement au Piémont, mais 88% en Sicile. Hein, donc, hein. On sait qu'il écrit pour les Milanais, hein, et que donc c'est une littérature exotique. Toutefois, il voit que ça a des répercussions parce que ses amis, donc à Puana, lui disent « Tu as trouvé quelque chose, il faut aller là-dedans. Il faut, non pas pour avoir du succès, mais parce que on peut faire œuvre on peut ouvrir les yeux sur la réalité. Même si on ne peut pas la changer, on peut essayer de montrer l'Italie du Sud, la Sicile comme elle est. Et de fait, Verga va développer l'idée d'un projet. Il va vouloir écrire un cycle. Donc cycle, vous pensez forcément à ses aînés français, hein, à Balzac avec tout le cycle de Balzac, à Zola avec le cycle des Rougon-Macquart. Donc on voit que malgré la volonté d'innover, Verga se met dans une tradition littéraire. Et que veut-il aborder dans le cycle qu'il veut commencer? Il veut montrer que au-delà des constantes méta-historiques, hein, des constantes que l'on retrouve de tout temps, dans tout lieu, il veut montrer l'incidence de l'histoire. Il veut montrer qu'il y a des moments de rupture, des moments de fracture, et que le progrès des uns entraîne la régression et la mort des autres. Donc, il veut s'intéresser aux vaincus. Il veut s'intéresser aux vaincus de l'histoire, et c'est ce en quoi, à mon humble avis, il est d'une part représentatif de son époque, mais on peut encore le lire aujourd'hui. Hein, c'est qu'il montre que les vaincus sont vaincus non pas par une sorte de destin de fatum qui les domine, mais par des choix politiques, des choix économiques. Et il va vouloir partir de la classe sociale la plus basse, comme Zola, comme les frères Goncourt, qui disent dans des préfaces, dans la préface de Germiny Lacerteux, que il faut d'abord s'intéresser aux classes subalternes. Pourquoi? Parce que leurs passions sont plus simples, leur esprit est plus simple, ils sont moins avancés, ils sont plus primitifs. Donc nous, ça peut nous faire bondir, ce genre de position, hein, le fait de montrer qu'il y a une sorte de mépris de classe. Mais pourquoi c'est intéressant de souligner ceci? Parce que je pense que c'est peut-être vrai d'un côté, c'est-à-dire que les passions sont moins tordues chez les gens du peuple, dans ce sens qu'il y a vraiment une nécessité de regarder la réalité comme elle est, mais ça remet en cause également le démocratisme, le progressisme de certains écrivains comme Zola.
Zola, certes, il dit, en écrivant, on va montrer la réalité des mineurs, on va montrer la réalité de la prostitution, et on va sauver ces braves gens. Mica tanto, peut-être pas tant que ça, c'est-à-dire que il voit dans ces classes sociales une matière pour faire des expériences. Donc, je ne voudrais pas forcer le trait, mais ça remet un petit peu en cause, je pense, le choix, enfin le progressisme de certains écrivains engagés. Alors, Verga, il va à la fois écrire des romans et à la fois écrire des nouvelles pour développer cette idée de progrès dans les classes paysannes, dans le petit peuple sicilien. Il va d'abord le faire dans un roman qui s'intitule Les Malavoglia, qui donc est un roman, mais dont on a tiré des films. La Terra Trema, que vous connaissez peut-être, La Terre tremble de Visconti, qui a été réalisé en 1948. Le roman est de 1840. Et beaucoup plus récemment, en 2011, je crois, un film beaucoup plus contemporain de Pasquale Cimeca, qui est une adaptation c'est exactement l'histoire des Malavoglia, mais aujourd'hui. Donc, pour montrer justement le fait qu'il n'y a pas de progrès dans le malheur. Voilà. Alors, dans ce roman, qui raconte l'histoire d'une famille, les Malavoglia, qui est un surnom, il s'appelle les Toscano. Malavoglia, ça veut dire de mauvais gré, de mauvaise volonté. C'est une famille, un noyau, un vrai noyau, dans lequel la religion de la famille est centrale. Et c'est une famille où on a 3 générations. Le grand-père, Antoni, le padrone Antoni, les enfants et les petits-enfants. On a donc le représentant du passé et les représentants de la modernité. Ce sont des pêcheurs. Ce sont des pêcheurs qui, à cause de 2 ou 3 mauvais coups du sort, une mauvaise année de pêche, le fait de trouver une dot pour marier une fille, le fait qu'il y ait aussi des petits-enfants qui doivent partir pour faire son service militaire, donc changement dû à l'unité, puisqu'autrefois il n'y avait pas de service militaire pour les Siciliens. Cette famille va se trouver confrontée à la volonté non seulement de pallier les difficultés rencontrées, mais le petit truc là, l'envie de s'améliorer, envie d'améliorer sa situation. Et donc là, le doigt est mis dans l'engrenage. Cette volonté du mieux-être, cette volonté d'avoir un peu plus de richesse va entraîner la chute totale. Alors c'est un petit peu comme Nedda de tout à l'heure, mais déjà c'est un roman, donc il y a une autre respiration, une autre ampleur, et parce que là, Verga est beaucoup moins caricatural, il montre toute la déchéance de la famille, un noyau familial qui éclate, tout le monde perd. Donc je rentre pas dans les détails, si ça vous intéresse, on en parlera, mais c'est vraiment le fait que Verga veut montrer que le progrès entraîne tout le monde dans sa chute. Et de fait, la préface de ce roman est une sorte de déclaration d'intention et de manifeste. Non seulement Verga y explique sa méthode d'écriture, ce qu'il veut faire en tant qu'écrivain, mais il nous donne une vision claire et nette de ce qu'il entend par progrès. Pour lui, le progrès est une force qui avance seule. Le progrès est una fiumana, c'est-à-dire un fleuve en crue, qui emporte tout sur son passage. Le progrès est un mouvement incessant qui se nourrit des hommes. Et qui se nourrit de quoi des hommes? Il se nourrit de l'intérêt, de l'égoïsme de chacun. Donc, on voit que le progrès est perçu comme une sorte de monstre, contrairement à ce que les autres positivistes disaient, une sorte de monstre qui se sert de tous les vices humains pour avancer. Il y a une forme de rouleau compresseur. Et Verga le dit bien dans sa préface, si on regarde de loin à l'avancée du progrès, on voit quelque chose de glorieux, quelque chose de lumineux, qui cache toutes les tragédies personnelles, qui cache toutes les morts, qui cachent
toutes les blessures de chaque individu, toutes les renonciations et toutes les trahisons des individus. Donc on voit qu'il y a une idéologie qui mêle le positivisme, le déterminisme, mais aussi une vision quelque peu fataliste de l'existence. Donc il y a vraiment ce syncrétisme chez Verga qui s'applique à une réalité sociale, à une réalité politique, historique bien précise. Et dans cette préface, Verga montre aussi quel est le rôle de l'écrivain. L'écrivain doit être un simple observateur qui donne à voir ce qui se passe aux vaincus qui ont été noyés par la Fiumana et rejetés sur le rivage. Donc dans cette préface, tout est déjà dit et on peut voir que ça va être le fil conducteur de toute la production à venir de Verga. L'autre élément que l'on peut voir, c'est dans des nouvelles. Donc Verga a écrit plusieurs recueils qui en fait ont été des recueils de nouvelles qui étaient publiés dans des années différentes dans les revues dont je parlais tout à l'heure. Et le premier recueil s'intitule Vita dei Campi, la vie des camps. Et parmi différentes nouvelles, j'en ai sélectionné une qui est à mes yeux peut-être la plus intéressante, parce que dans ce recueil, Verga va s'intéresser à des cas précis, à des cas qui nous montrent ce que l'économie, le progrès font sur les individus. Donc c'est un recueil où Verga est encore un tout petit peu optimiste. Il pense que les sentiments humains peuvent encore permettre de pallier tous les méfaits du progrès. Il a encore cet espoir. Mais on verra que par la suite, ces espoirs s'effacent totalement. Rosso Malpelo. Rosso Malpelo, c'est une nouvelle qui a été également ridotta, comme si dit, qui a été adaptée, au cinéma, mais dans rien de bien marquant. Rosso Malpelo, c'est le nom d'un personnage, d'un jeune garçon. C'est un surnom, bien sûr. Rosso Malpelo. Il est roux. Donc d'être roux, on voit la superstition des Siciliens, ça porte malheur, c'est un enfant du diable. Donc déjà, de façon déterminée, sa biologie le détermine à être quelqu'un de dangereux. Malpelo, mauvais poil, c'est de la mauvaise graine. Et ce Rosso Malpelo, c'est un Caruso, c'est un jeune garçon qui doit aller dans les mines prendre le soufre. Et dans cette nouvelle, Verga franchit vraiment un cap. Il franchit un cap, pourquoi? Parce qu'il met en scène la lutte pour la vie. Clairement, il montre que à la Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme, mais on n'a plus les clichés précédents comme chez Nedda. Rosso, qui est-il? C'est un garçon dont le père est mort dans la mine. Le père est mort dans la mine, un père que l'on surnommait la bestia, parce que c'était une bête de travail, et quand le père meurt dans la mine, parce qu'il y a la mine s'écroule sur le travailleur, on appelle l'ingénieur qui est responsable de la mine. L'ingénieur est au théâtre, il se déplace. Ma foi, il vient voir ce qui se passe, mais on voit bien que le plus important, c'est d'aller voir la suite de Othello. Et on voit donc tout l'écart entre la réalité du malheur de cette famille et la façon dont les patrons peuvent utiliser et considérer cette chair, non pas à canon, mais cette chair à soufre. Et donc Rosso prend la suite de son père. Et Rosso est maltraité par tous les autres travailleurs et par sa propre famille. Donc, on n'est pas dans la caricature. Pourquoi? Parce que Rosso, contrairement à la jeune cueilleuse d'olives, a conscience de ce qui se passe. Il a compris les mécanismes et il les accepte. Il a une forme d'héroïsme dans l'acceptation de ces lois. Il les accepte, il les comprend et il comprend également que ces lois sont éternelles, que la faiblesse
la faiblesse physique, la faiblesse psychologique ne sont pas pardonnables. Il prend sous son aile, par exemple, un jeune garçon qui s'appelle Ranocchio, le petit tétard, qui est maigrichon, n'a pas de force, et il le traite à la dure. On pourrait croire qu'il n'a pas de cœur, mais parce qu'il comprend que c'est la seule façon d'essayer de l'aider. Donc, Rosso n'est pas méchant, il n'est pas devenu méchant, mais il a cette lucidité, cette lucidité que les adultes n'ont pas, pour essayer de continuer à vivre. Donc, on peut voir aussi chez Rosso Malpelo, à mes yeux, alors c'est peut-être, j'extrapole peut-être, mais également un écho de ce qu'on peut retrouver chez Machiavel. C'est-à-dire que les hommes étant ce qu'ils sont, les hommes étant mauvais, il faut s'adapter à ceci. Que devient Rosso Malpelo, donc ce qui est à son tour un travailleur acharné? Rosso Malpelo meurt dans l'abîme. Il ne meurt pas comme son père. Il décide. C'est pas un suicide. Il y a un accident. Il est le seul. C'est une sorte il connaît les entrailles de la terre comme sa poche. Il décide d'y aller. Il sait qu'il va trouver la mort au bout de la mine, mais c'est un choix. C'est son choix. Il ne subit pas comme Nedda. Il choisit de mourir. Il regarde la mort en face et d'une certaine façon, cette mort choisie le rachète. C'est une sorte d'attitude titanique face à l'existence et ça le rachète. Il est plus fort que ce qui l'écrase. On voit un petit peu du Pascal peut-être derrière ceci. D'une certaine façon, il s'immole, non pas pour changer les choses. Il sait pertinemment que ça ne changera rien, mais pour marquer sa place. Donc ça, c'était la nouvelle dont je voulais parler dans ce recueil. Les autres étant beaucoup plus centrés sur des passions comme l'amour, l'amitié, des passions beaucoup plus instinctives. Dernière partie de ce que je peux vous dire. Je garde un petit peu le temps, je me dépêche, ça va, ça fait qu'une heure, mais je vais aller vite. Un autre recueil de nouvelles qui s'appelle les Novelle Rusticane, les nouvelles campagnardes, et la nouvelle que je vous ai proposé de lire, Liberté, est tirée de ce recueil. Les Novelle Rusticane, c'est le point d'arrivée de Verga. C'est là où son pessimisme le plus total est atteint. Il veut montrer que, contrairement à Vita dei Campi, que les sentiments familiaux, amicaux, humains n'existent pas. Tout est dominé par l'économie. La seule loi qui vaille, c'est celle de l'économie. La seule loi qui vaille, c'est celle de l'argent. C'est celle de dominer autrui pour être au-dessus de lui. Non seulement pour sortir de la misère, mais aussi pour s'en mettre plein les poches, excusez-moi la trivialité de l'expression. Donc on a une radicalité. Qui aura toutefois des limites si on se met dans une perspective politique. Alors, on va avoir dans ce recueil différents types de conséquences néfastes du progrès. Des conséquences néfastes du progrès social, économique, mais aussi des conséquences néfastes du progrès politique comme Liberté que je vous ai proposé de lire. Donc, deux nouvelles dont je peux rapidement parler qui sont un petit peu le pendant l'une de l'autre. Pane Nero et La Roba. Alors, Pane Nero, facile, pain noir. Et La Roba, alors rien à voir avec un vêtement féminin ou masculin, puisque de nos jours on peut s'habiller, et on a bien raison, en robe, messieurs. La Roba, ça veut dire les biens, les possessions. J'ai regardé dans la traduction française, il y a écrit la terre. Je pense que c'est pas bon du tout comme traduction. C'est vraiment les choses, les possessions, les biens, ce que l'on acquiert. Donc Pane Nero, c'est là encore l'histoire d'une famille qui explose. Comme dans les Malavoglia, on voit que quand le patriarche meurt, les enfants sont jetés dans la nature, mais ce ne sont pas des enfants, des adolescents, ce sont déjà des adultes, mais chacun doit tracer sa route. Et on a plusieurs cas de figure. On voit que dans les trois cas de figure, l'économie, la logique capitaliste détruit chaque individu.
Rapidement, on a l'aîné, Santo, un prénom qui n'est pas neutre, le saint, qui, par amour, fait un mariage d'amour avec une jeune fille qui n'a rien. Et cet amour va être complètement détruit par la réalité, c'est pour ça que je vous ai mis ce tableau de Millet, par la réalité, la dureté du travail. Leur amour va fondre. Donc on voit que veut nous montrer Verga, c'est que non seulement le progrès laisse sur le bas-côté les plus misérables, mais que le progrès, l'économie, détruisent les sentiments humains. À un moment, on a une phrase, j'essaie de vous la traduire, il doit y avoir la traduction quelque part, mais qui dit que le problème, c'est que nous ne sommes pas riches pour nous aimer. Donc, pour s'aimer, il faut être riche. Donc, les pauvres n'ont pas le droit à l'amour. Les poules, quand il n'y a plus rien à picorer dans la cage, elles aussi se dévorent, c'est trop fort, mais se picorent les unes les autres, se font du mal les unes aux autres. Donc, Verga nous montre que les réalités économiques ont une incidence sur les rapports humains, et dans cette nouvelle, on voit que l'épouse de Santo regrette d'avoir des enfants. Elle dit, les enfants sont une malédiction de Dieu. Donc on a, je vous passe pour les autres frères et sœurs, mais une des sœurs doit se prostituer, par exemple. On a donc non pas un appât du gain ici, juste la volonté de vivre, qui est l'exact contraire de l'histoire de ce qui se passe dans la roba, dans les biens. C'est l'histoire d'un individu qui s'appelle Mazzaro, qui est un paysan, c'est un petit peu le père Goriot, si vous voulez, qui va progresser dans l'échelle sociale, qui va acquérir à la force des poignets des biens de plus en plus grands. Il va devenir le maître de son maître, du baron. Il va être plus important que le roi lui-même. Donc on voit ce crescendo dans la richesse. Et ce n'est pas l'argent qui l'intéresse, c'est les possessions. C'est le fait d'avoir des choses. Lui-même ne dépense rien. Il vit comme un gueux. Il n'a pas de femme, de maîtresse, d'enfant. Il vit cloîtré sur lui-même. Donc ici, Verga nous montre que quand on a comme unique horizon l'économie, ça vous déshumanise. Et de fait, quand Mazzaro mourra, quand il se rendra compte que la vie est brève, quand il va mourir, il a un accès de folie, il se rend compte qu'il ne peut pas emmener avec lui tous ses biens. Donc c'est pas Crésus, mais il ne peut emmener avec lui tous ses biens dans la tombe, et donc il tue toutes ses poules, tous ces animaux. Voilà. Donc l'appât du gain rend fou. Donc on a vraiment ces deux nouvelles qui sont en regard l'une de l'autre. Une autre qui s'intitule Malaria, donc le paludisme, est une nouvelle qui, à mes yeux, est une des plus belles, parce qu'elle montre une réalité, le fait que le paludisme touche une grande partie de la Sicile, mais pas que, également dans le reste de l'Italie, et que bien que l'on ait le médicament, on a découvert comment soigner le paludisme à l'époque, on voit que la Sicile est abandonnée à son triste sort. La malaria continue à faucher des individus. Il n'y a pas d'intérêt de la part du gouvernement italien pour cette Sicile. Et on a en regard l'arrivée, c'est pour ça que j'ai mis un train, du progrès. Jusqu'en 1860, il n'y avait pas aucun train en Sicile. Et dans les années 80, on avait une grande, j'ai pas les chiffres en tête, mais vraiment une partie de l'île était desservis par des trains. Si ce n'est que le train, le progrès, va renforcer, et c'est ça ce que Verga veut démontrer, va renforcer la misère des Siciliens. Parce que le train, quelle est sa conséquence? C'est que les voyageurs, maintenant, peuvent aller vite avec le train. Donc les voyageurs ne s'arrêtent plus dans la petite auberge du coin. Donc l'aubergiste fait faillite. Donc l'aubergiste dont la femme, les enfants sont morts ou devenus fous à cause de la malaria reste sur le bas-côté à cause du progrès qui lui vole ses clients. Voilà. Donc il y a deux fléaux, le train et la malaria. Et Verga nous fait bien comprendre
que c'est la malaria qui est la plus importante, que c'est le progrès, le train qui est le réel fardeau. Enfin, la dernière nouvelle, celle que je vous ai proposé de lire, donc s'intitule Liberté. Et c'est la seule nouvelle où Verga se base sur un véritable fait historique. Est-ce que ça vous dit quelque chose de l'expédition des 1000 ? Oui. Donc c'était Garibaldi qui était une sorte de général, d'image mythique dans le Risorgimento, qui est envoyé, qui est un peu l'opposé de Cavour, qui est le diplomate, qui est l'homme d'État, qui part de Quarto vers Gênes pour arriver en Sicile pour libérer la Sicile. Et il a avec ses 1000 chemises rouges. Et les paysans voient cette arrivée comme une porte qui s'ouvre. Il y a l'espoir d'une amélioration. Et pour eux, la liberté, quelle est-elle ? C'est pas la liberté que politique, c'est d'avoir des terres. Ils étaient persuadés que le fait d'être libérés leur donnerait des terres, les libérerait de la mainmise des galantuomini. Or, rien ne se passe comme prévu. Et on a des milices paysannes qui se soulèvent dans toute la Sicile et qui se font justice elles-mêmes, qui vont tuer les barons, les galantuomini, les gentilshommes, comme cela se passe dans le texte qui reprend le massacre dans la ville de Bronté, qui est connu entre autres pour ses pistaches, je ne sais pas si vous connaissez les pistaches de Bronté, et qui, entre le 2 et le 5 août 1860, toute la population se révolte et massacre, mais véritablement massacre, tous les notables de la ville, le prêtre, le notaire, les sbires, tout le monde est massacré. Et donc on a une vraie orgie, une véritable orgie de sang que Verga représente, de façon très très fidèle. Je ne sais pas quelle a été votre réaction à cette lecture, mais en tout cas, elle est assez prenante. Et que voit-on dans la nouvelle que nous présente Verga ? On voit la réalité, c'est-à-dire le massacre et le procès expéditif, où quelques responsables sont fusillés sans aucun véritable procès. Et là, Verga, comment se comporte-t-il ? Il se comporte en trahissant l'histoire avec un grand H, parce qu'il omet de parler du meneur. Le meneur était un avocat, c'était le maire de Bronté, c'était un avocat donc lettré. Pourquoi Verga fait-il mentir l'histoire ? Parce qu'il enlève la figure charismatique et il veut simplement montrer des Siciliens primitifs, comme si c'était une simple jacquerie, comme si uniquement ce massacre avait été le résultat d'une folie passagère. Donc il fait mentir l'histoire pour cette première raison. La deuxième raison, c'est aussi pour ne pas entacher l'image du Risorgimento, car si un bourgeois avait été tué, cela aurait montré que le Risorgimento n'était pas aussi parfait, immaculé que ce que l'on pouvait le prétendre. Donc on a un Verga qui fait mentir les faits, contrairement à ce qu'il voulait faire au départ, et il le fait mentir également sur un autre petit détail. Dans le texte que je vous ai donné en français, malheureusement, il n'y a pas le changement. Dans la version originale, on parle du drapeau tricolore, ce qui est dans le texte français, alors que dans la réédition de Verga, plus tardive, on parle non plus d'un drapeau tricolore, mais d'un drapeau, je vous le donne en mille, rouge. Donc ça change complètement la portée politique. Il met l'accent sur les dangers non pas des chemises rouges, mais des rouges socialistes. Voilà. Donc on a ici, dans cette nouvelle, une critique de de la trahison politique. C'est-à-dire que Garibaldi, ici, clairement, ce n'est pas vraiment démontré dans la nouvelle, mais dans les faits, c'était ça. Garibaldi, le sauveur, est un petit peu un traître. C'est-à-dire que, en tout cas, c'est la réelle politique.
il se rend compte que les révoltes révoltes paysannes pourraient faire que pourraient faire capoter son expédition, pourrait remettre sur le trône les Bourbons, comme dans les années 20, dans les années 30. Et donc, il comprend bien qu'il doit s'appuyer sur les propriétaires terriens. Donc, il comprend que pour que le progrès final soit atteint, il faut sacrifier ces gens-là. Donc on a la volonté de Garibaldi de rassurer les grands propriétaires, d'éviter l'hostilité de la bourgeoisie pour le bien final. Rappelez-vous ce que Verga disait dans les Malavoglia au début, le résultat final, le résultat grandiose. On s'en fiche des pots cassés en plein milieu. Voilà. Donc cette nouvelle est une nouvelle vraiment emblématique qui montre une double violence, celle du peuple comme celle de la justice, et surtout ce qui est important par rapport à la vision du progrès, c'est que une fois que le peuple a massacré tout le monde, il y a le réveil. Et le réveil, quel est-il ? Le réveil, c'est que les bûcherons, les paysans qui ont tué, se disent « on n'a plus personne pour nous guider ». Donc on risque nous-mêmes de reproduire ce qu'ont fait les galantuomini. Nous-mêmes, on risque de dominer autrui, de vouloir plus qu'autrui. Donc la liberté entre nous, on n'arrivera pas à la faire. Donc on a besoin encore d'être guidé. Donc quel est le tragique de la situation ? C'est que les différences sociales sont inévitables, sont une donnée naturelle, et que l'on ne peut pas se sortir de cette situation. Donc la seule faute, on va dire, des Siciliens, des paysans, ce n'est pas d'avoir massacré, c'est d'avoir cru à la possibilité de se faire justice et de changer leur situation. Donc pour conclure, je vois que je suis trop bavarde, on voit que quelle est la réponse qu'on peut donner à la question initiale ? C'est que Verga, qui partait d'une position scientifique, positiviste, analyser la réalité, la documenter de façon concrète, arrive finalement à une position philosophique. C'est-à-dire que pour lui, le pessimisme est une donnée que l'on ne peut pas éradiquer. C'est-à-dire que il a voulu démontrer les mécanismes de la lutte pour la vie. Il a démontré qu'il n'y avait aucune possibilité de les corriger. Quoi que fassent les individus à leur niveau familial, à leur niveau, au niveau de la société, au niveau de la politique, rien ne pouvait changer. Et que même, il va même jusqu'à dire que l'idéologie progressiste est una fantasia infantile, c'est une fantaisie d'enfant, puérile, que c'est une tromperie, c'est un inganno. Inganno, c'est à la fois tromperie et trahison, et une tromperie par intérêt. Donc, on peut se poser la question, est-ce que il a cette idée que rien n'est modifiable, rien ne peut être, il n'y a pas de progrès social, parce que lui-même, rappelez-vous ce que je vous ai dit au début, lui-même est un propriétaire terrien. Lui-même est un conservateur. Lui-même avait participé à 20 ans, en étant dans la garde nationale, à la répression des émeutes en Sicile. Donc, où est la vérité ? Est-ce qu'il a cette peur du changement parce qu'il sent que lui-même serait emporté, ou bien est-ce qu'il a vraiment cette pensée profonde, ce pessimisme profond, selon lequel il y a une nécessité supérieure, il y a un ordre nécessaire qui domine l'existence. Je pense qu'il n'y a pas de réponse, que la vérité n'est pas ailleurs, mais elle est entre les deux, et que le sens de l'existence, un peu de façon stoïcienne, est d'accepter cette situation, de comprendre que la véritable liberté de l'homme est non pas dans la révolte, parce que rien ne peut être changé, mais dans l'acceptation consciente, dans la lucidité consciente, dans l'assentiment. Accepter, regarder un petit peu la rosso malpelo, regarder en face son destin. Parce que malgré tout, quand Verga parle de progrès, il parle
de, j'ai plus le terme exact, mais de marcia fatale. Il emploie un terme qui a un rapport avec le destin par rapport à l'Antiquité. Voici, je vous remercie.